Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2756 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 8 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, Cheick Doucouré, un joueur de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi l'Italien Manuel Locatelli, il fête aujourd'hui ses 26 ans, le joueur de la Juventus Turin. Ou par exemple, tiens, Koké, le joueur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé ce week-end, que ça soit en France, en Espagne, en Italie, en gros, où il y avait des matchs. On va en parler. On commence tout d'abord en France avec la Coupe de France. Et hier soir, le Paris Saint-Germain jouait du côté de l'US Revel, donc une équipe de Régional 1. Donc il y avait 6 divisions d'écart. Donc bon, voilà, on se doutait que le PSG allait gagner avec un gros score et ça a été le cas. Victoire du Paris Saint-Germain 9-0. Donc les buteurs, donc triplé de Kylian Mbappé, un but contre son camp, un but de Asensio, Ramos, Kolo Muani et Tcherendour. Doublé de Kolo Muani et un but de Tcherendour. Donc voilà, un festival de buts à côté. Paris Saint-Germain, donc les stats, plus de 77% de possession de balle, 29 tirs, 18 tirs cadrés. Bon voilà, un tir sur deux, un tir cadré sur deux a fini au fond des filets. Donc le PSG, sans forcer, bien sûr, s'est imposé logiquement et se qualifie du coup pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe et ça parle surtout de Mbappé. Mbappé prend la coupe à cœur. Donc auteur d'un triplé face aux amateurs de Revel, l'attaquant est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France et le 5e au niveau national. Voilà encore un record pour Kylian. Donc voilà, tout est dit. Un record. Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France. C'est avec son triplé, il inscrit 29 buts avec le PSG en Coupe de France. Aucun autre joueur du Paris Saint-Germain avait marqué plus de buts en Coupe de France que Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui. Et donc ses stats en Coupe de France, donc c'est 26 matchs, 32 buts. Donc j'ai dit 29 avec le PSG et les 3 autres avec Monaco, son ancien club, parce qu'il a joué aussi avec Monaco en Coupe de France, donc il monte son total à 32 buts et 12 passes décisives. Regardez, c'est quand même incroyable, les gars. Il est décisif sur 44 buts en 26 matchs. Bon, après, souvent, voilà, ce qu'on des équipes de division inférieure, donc on va dire c'est peut-être plutôt facile, mais voilà, Mbappé, même si c'est facile, il déroule, il marque énormément de buts dans cette compétition où il est le plus prolifique, enfin c'est sa compétition, il marque le plus de buts. Toujours avec lui, donc Mbappé dépasse un certain David Trezeguet en marquant ses 308, 309 et même 310e but de sa carrière professionnelle. Donc Mbappé maintenant c'est même pas 309 quand il a mis le doublé, vu qu'il a marqué un triplé, 310 buts en 419 matchs. Donc il a dépassé Trezeguet vu que lui il est à 307, il est au même nombre de buts en début de match. Et voilà, Trezeguet lui c'est 307 en 633 matchs, donc pour montrer quand même les stats incroyables pour l'attaquant Kylian Mbappé. Luis Enrique, à propos de la titularisation de Kylian Mbappé face à une équipe de R1, c'est vrai qu'on ne savait pas s'il allait commencer titulaire ou non, Kylian Mbappé, vu que c'est quand même un match de Coupe de France, donc souvent les entraîneurs font tourner et voilà, il aurait pu avoir un risque de blessure, mais voilà, il a dit donc Kylian voulait jouer. Quand Kylian veut jouer, on n'a pas grand chose à dire, on peut juste le regarder jouer, le staff et le public. C'est vrai, quand je me souviens déjà l'année dernière 2023, il avait marqué aussi je crois 5 buts lors d'un match de Coupe de France. C'était juste le premier match qu'il avait joué après la finale de la Coupe du Monde, et là la même chose. Après ça améliore aussi ses stats, on comprend aussi pourquoi Mbappé veut jouer ce genre de match, parce que c'est peut-être des matchs faciles où tu peux marquer pas mal de buts. Regardez, l'année dernière il a marqué 5 lors d'un match de Coupe de France, et là il en a marqué 3 lors de cette rencontre, donc voilà, ça lui met encore plus de buts, on peut dire, dans ses stats. Donc il a fait son match, il a pas eu de blessure, donc soirée parfaite pour lui. Et l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'hier c'était la star du côté de l'US Revel, enfin de ce stade de Castres. Donc image sympathique de Kylian Mbappé saluant les enfants qui ont accompagné les joueurs sur la pelouse. Donc voilà, tout le monde voulait bien sûr taper dans la main de Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian, et ça je l'ai vu après le match, donc le match est déroulé, 3 buts de Mbappé, 9-0 pour le PSG. Et après les gars, il y a eu un tweet de Foot Mercato, Santi GFM, que je vous parle souvent les gars. Il envoie une énorme info. Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Donc le français s'est mis d'accord avec le club madrilène ces derniers jours après un feuilleton qui aurait duré plusieurs années. Kylian Mbappé enfin dit oui au Real Madrid. Donc là vous allez me dire, bon c'est comme d'habitude, ça fait au moins déjà la 5e fois voilà, qu'il se met d'accord tout ça. Mais jamais les gars, Santi Aouna, donc je vous ai dit, un journaliste de Foot Mercato a dit ça, lui c'est fiable. Pour moi Fabrizio Romano c'est le top, et lui il est quasiment au même niveau que Fabrizio Romano. Donc s'il met un tweet comme ça, je pense c'est qu'il a des sources. Donc on verra pour lui, pour Foot Mercato, voilà, Mbappé va signer du côté du Real Madrid. Donc ce serait une arrivée libre, vu qu'il arriverait libre, vu qu'il est en fin de contrat tout simplement. Donc il toucherait une énorme prime à la signature. On parle d'un montant de plus de 130 millions d'euros. Donc il signerait 5 ans et toucherait un salaire de 26 millions d'euros
par an, le double de ce que touche Toni Kroos, le joueur actuellement le mieux payé du côté du Real Madrid. Bon après, pour l'instant c'est voilà, journaliste de foot mercato qu'on voit ça, on verra, mais comme j'ai dit les gars, c'est très très fiable et c'est pour ça que c'est vraiment une info vraiment à prendre très au sérieux concernant Kylian Mbappé. Ça peut être signature du côté du Real Madrid, parce que l'année dernière quand on avait parlé de Mbappé, d'accord, avec le Real, c'était PSG Community, vous savez ce Twitter qui a envoyé cette info, donc je sais pas si c'était trop fiable ou non, pas du tout, parce qu'on a pu voir qu'il n'avait pas signé, mais voilà. Foot Mercato, c'est très fiable. Il y a un joueur de classe mondiale comme Mbappé qui part librement pour s'engager avec un concurrent européen. Est-ce un manque de respect vis-à-vis du club et des supporters du PSG ou non selon vous? Bon après moi j'aurais préféré bien sûr s'il venait à partir, parce que pour l'instant on ne sait pas encore, mais bon, d'après ce que c'est dit il devrait partir. Et voilà, au moins que le PSG récupère une somme d'argent. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 185 millions d'euros, il risque de partir pour 0 euros. Et bien sûr c'est pas du tout bon, surtout pour le fair play financier. Et voilà, une question tiens pour vous, vous y croyez au transfert d'Mbappé vers le Real Madrid cet été? Plus de 9700 votes, oui, non, et la plupart 51%, voilà, ça joue à rien, 51% mais oui, moi je pars sur oui, parce que je pense que là cette année je pense que ça va être la bonne, en plus avec comme j'ai dit un journaliste de foot mercato qui met ça, que voilà, il aurait trouvé un accord avec le Real là ces derniers jours, donc on verra. Voilà, c'était une petite parenthèse on va dire mercato sur Kylian Mbappé, parce qu'on a pris ça juste à la fin du match et voilà, j'étais obligé tout simplement de vous en parler. On revient nous sur le match hier contre l'équipe c'était US Revel, photo de Mbappé, il n'y a pas qu'Mbappé qui a joué, il y a aussi Gonzalo Ramos, je crois, qui a marqué un but, il y a aussi Asensio qui a marqué un but, qui a fait une magnifique passe D et aile de pigeon sur un but je crois de Kylian hier. On va parler aussi de Keylor Navas, et il a joué pour la première fois depuis 370, en gros depuis un an, il n'avait pas joué. Dernier match de Coupe de France, ça a été dernier match qu'il avait joué, c'était un match de Coupe de France, mais l'année dernière c'était le premier match de l'année 2023. Mbappé, j'ai dit, a marqué 5 buts, c'était contre Pays de Cassel cette rencontre, donc voilà, on a pu revoir Keylor Navas dans les buts du côté du PSG. Et le PSG a offert un maillot dédicacé par l'ensemble des joueurs au président de l'US Revel. Voilà, US Revel 31 avec les joueurs du PSG qui ont tous signé bien sûr ce maillot offert au président du club. Et vu hier les gars, Revel, donc calendrier surchargé, l'US Revel s'oppose à la Super League. Voilà, un petit peu d'ironie on peut dire alors de cette rencontre. Donc voilà ce qu'elle va dire sur ce US Revel PSG. Bon, on va pas s'éterniser dessus les gars, vu qu'il y a eu quand même 9-0. On continue avec une autre belle rencontre, c'était hier après-midi entre l'équipe de Lens et l'équipe de Monaco, donc 2 partout. À noter que Monaco menait 2-0, Lens est revenu à 2 partout, donc du coup pas de prolongation, directement tir au but dans une séance de tir au but magnifique, parce qu'elle a été spectaculaire, c'est Monaco qui a été le meilleur. Donc tout d'abord les stats, 25 tirs, 7 tirs cadrés pour Lens, ils auraient même pu gagner le match. Parce qu'on voit quand même qu'ils ont beaucoup dominé cette équipe de Monaco. Notez que Monaco a ouvert le score au bout de 33 secondes de jeu. Ben Yedder avait déjà permis à Monaco de prendre l'avantage. Et la une du journal Équipe, il y avait celle du PSG, mais il y a aussi celle sur Monaco. Monaco avait un ange gardien, donc Radoslav Ralewski. Donc le gardien a été le héros de l'affiche des 32e de finale. Donc à Lens, le gardien polonais, habituellement remplaçant de l'AS Monaco, a multiplié les arrêts pendant le temps réglementaire et lors d'une incroyable séance de tir au but. Donc voilà, Monaco peut remercier sa doublure, voilà ce gardien là, parce qu'il goal très rarement en Ligue 1. Hier il a collé vu que c'était de la coupe, il a fait un énorme match, surtout lors de la séance des tirs au but. Regardez-moi cette séance complètement folle, il y a eu des buts, il y a eu pas mal de ratés parce que les deux gardiens ont été exceptionnels. À noter les gars que Brice Samba, il a arrêté quand même 3 tirs au but consécutifs. Donc malgré ça, Lens ne s'est pas imposé parce qu'aussi l'autre gardien, Monaco aussi faisait des arrêts. Et voilà, c'est pas de la loterie, parce qu'on sait que Deschamps il avait dit ça, c'est la loterie, le tir au but. Non, vraiment, si tu te prépares au tir au but, tu peux gagner. Et voilà, l'équipe de France devrait prendre exemple tout simplement de par exemple, Brice Samba, qui est pourtant un gardien français les gars, et qui pourrait aider beaucoup bien sûr lors de ces séances de tir au but si la France venait à avoir une séance de tir au but dans le futur. On continue avec un autre match, c'était samedi soir. Là aussi ça s'est joué au tir au but entre Nice et la GOC. 0-0 et c'est l'équipe de Nice qui a été meilleure au tir au but, 4-2 pour les Niçois lors de cette séance. On peut voir tout d'abord les statistiques lors de la rencontre où il n'y a pas eu de but inscrit. Et Marcin Bulka, donc le gardien de l'équipe de Nice, ça devient une habitude de me retourner vers le public à chaque arrêt parce qu'il a fait pas mal d'arrêts lors de cette séance de tir au but, le gardien polonais. L'Olympique de Marseille a joué hier du côté de Thionville, donc c'était à 14h30. J'ai un peu regardé le match, j'ai regardé le multiplex hier de Coupe de France et l'OM s'est imposé 1-0. Aubameyang, l'unique buteur du match, donc c'est que c'est une petite victoire surtout contre une Nationale 3, mais le plus important c'était de se qualifier, peu importe le résultat. Bon, même si Marseille bien sûr a pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Bref, donc 1-0 pour l'Olympique de Marseille et Aubameyang avec son nouveau but, donc sur ses 8 derniers matchs, c'est simple, 8 buts. Donc l'homme en forme actuellement du côté de Marseille, et l'OM a laissé sa part à Thionville, a indiqué le président du club de N3, un peu comme le PSG, c'est que je ne l'ai pas dit, mais le Paris Saint-Germain a laissé aussi
la recette, on va dire, de la qualification à l'équipe amateur. Ben, c'est la même chose pour l'équipe de Marseille. L'équipe de Lyon jouait du côté de Pontarlier, donc un match également de Coupe de France. Et Lyon sans souci une victoire 3-0. Cherki, Maitland-Niles et Lacazette ont été les 3 buteurs côté olympique lyonnais. Et Lyon a signé comme une 4e victoire d'affilée, si on prend en compte les 3 dernières journées de Ligue 1 qui ont été remportées en 2023 et là ce match de Coupe de France et un 4e clean sheet consécutif, les 4 derniers matchs sans prendre de but pour Lyon qui va beaucoup mieux, parce qu'on sait qu'en début de saison c'est une catastrophe. Donc le journaliste il a dit à Lacazette, on vous sent mieux, quelque chose a changé. Donc Lacazette il a dit oui, on a changé de coach, mais pas Grosso a été licencié, c'est maintenant Pierre Sage le coach. Il a dit donc Pierre Sage a su apporter un autre état d'esprit et forcément quand on gagne c'est plus facile de travailler. Voilà ce qu'il a pu dire Alexandre. Lacazette qui envoyait comme un pic à son ancien coach Fabio Grosso. On va parler de Ryan Cherki, donc il a inscrit son premier but de la saison, depuis août il n'avait pas marqué le moindre but et hier c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre, ça va lui faire du bien. Voilà, Ryan Cherki qui vit une saison très compliquée du côté de l'OL. Et toujours avec l'équipe de Lyon, quand John Textor, le propriétaire de Lyon, il était présent lors de ce match, s'enfile une bière avant la rencontre face à Pontarlier cet après-midi, parce qu'on peut voir qu'il était devant le COP des supporters lyonnais, puis un supporter lyonnais lui a donné une bière, puis il a bu cul sec, le président de cette équipe de Lyon. On va parler du carton du week-end, c'est Lille qui joue contre l'équipe de Golden Lyon, donc c'est une équipe dans les Outre-mer, je ne sais plus où c'est exactement, je vais vous dire ça, voilà, je cherche, donc c'est voilà, la magie de la Coupe de France, je ne sais pas, c'est pas indiqué, je ne sais pas si c'est en Guadeloupe, en Martinique, j'en sais rien, bon, bah, peut-être vous savez. Bon bref, ils ont fait un sacré trajet bien sûr pour venir, bon Lille a respecté son adversaire parce qu'ils ont joué, bien sûr. Bon, moi, après, ça finit à 12-0. Ça a été un festival de buts. Et en s'imposant 12-0 contre Golden Lyon, donc une équipe de R1. Donc, Lille signe le plus gros succès de son histoire. Jamais ils avaient gagné 12-0 un match. Depuis que le club est créé, ça fait plus de 100 ans que le club est créé de Lille. Donc il y a des joueurs qui ont été énormes dans ce match, comme Jonathan David, l'attaquant vedette, donc triplé de buts et triplé de passes D, donc il y a eu 9,9 en note sur 10. Comment un joueur comme ça, avec des stats comme ça, ne peut avoir 10 sur 10? Il faut qu'il fasse quoi pour avoir 10 sur 10, c'est fou. Donc Zegrova, pareil, il a marqué un triplé. Il y a ici doublé ou Haraldsson, ses 2 premiers buts du côté de Lille, il avait été acheté plutôt cher en début de saison, il n'a toujours pas marqué le moindre but, ses 2 premiers buts. Et c'est vrai que là, on peut voir les buts inscrits, mais aussi les passes D, donc ici c'est 2 buts de passes D. Donc Zegrova c'est par exemple 3 buts, on peut avoir le triplé, mais aussi 2 passes décisives qu'on peut rajouter dans ses statistiques de match. Jonathan David il a dit Golden Lyon est une bonne équipe mais c'est compliqué parce qu'on s'entraîne beaucoup plus qu'eux. Voilà ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai que cette équipe amateur de Golden Lyon, je dis, se déplace à plus de 7000 km de chez elle pour affronter le LOSC. Malgré la grosse défaite, je pense qu'ils ont dû apprécier quand même ce voyage tout simplement. Puis voilà, jouer quand même un match de Coupe de France contre une équipe professionnelle. Donc voilà, ça sera beaucoup d'expérience pour eux pour la suite. On continue avec le dernier vainqueur de la Coupe de France, Toulouse, qui joue contre Chambéry. Et Toulouse s'est imposé 3-0. Donc victoire tranquille des Toulousains qui portaient un petit badge. Le badge spécial du dernier vainqueur de la Coupe de France qui était mis sur leur maillot. Donc voilà, Toulouse accède au 16e de finale. Ça passe aussi pour l'équipe de Rennes qui joue du côté de Guingamp et ça Kalimundo qui inscrit le doublé côté Stade Rennais. Ça passe également pour Strasbourg qui joue contre une National 2, c'était Avoine-Chinon. 4-0 pour l'équipe de Strasbourg. Ça passe également pour l'équipe du Havre contre l'équipe de Caen, une victoire 2-1. Pour les Havrais, ça passe également pour Montpellier du côté de Amiens, une victoire 2-1 des Montpellierins. Ça passe également pour Brest contre Angers, 1-0 pour les Brestois. En gros, quasiment toutes les équipes de Ligue 1 ont passé. Donc Reims, ils ont gagné 3-0 du côté de Dinan. Il y a juste une équipe, les gars, qui a flopé. C'est l'équipe de Lorient qui joue contre Sochaux en équipe de Ligue 1, je vous parle. Sochaux s'est imposé 2-1. Pourtant, Lorient menait quand même 1-0 dans le match. Et renversement du score et Sochaux s'est imposé 2-1 et ça a fait la une du journal L'équipe hier parce que le match a eu lieu samedi. Donc Sochaux les rois lionceaux, donc grâce à un penalty transformé à la 93e minute par Issouf Makalou, Sochaux renverse Lorient et réussit l'un des plus gros coups de ses 32e de finale, parce qu'on va dire que c'était la petite équipe qui battait la grosse, sinon souvent les grosses sont passées. Et voilà, Sochaux réalise l'exploit de se qualifier tout simplement pour les 16e. C'est que Lorient sur ses 10 derniers matchs c'est une catastrophe, une victoire, 2 nuls et 7 défaites. Ils s'enfoncent dans la crise, ils sont déjà éliminés de la Coupe de France et ils sont bien partis pour Jean Ligue 2 la saison prochaine. Et les clubs de Ligue 1 n'ont encaissé que 2 buts par des clubs de division inférieure, donc soit national ou soit régional, en 32e de finale. Donc le FC Lorient a encaissé ces 2 buts. Voilà, donc sinon tous les autres équipes de Ligue 1 qui ont joué contre des équipes au moins de national, pas de Ligue 2, je vous parle donc national ou régional,
Personne n'a marqué contre les équipes de Ligue 1, à part l'équipe de Sochaux qui a mis 2 buts contre Lorient. Concernant Bordeaux, donc c'est passé, mais de justesse. Donc ça passe encore de justesse pour Bordeaux. Donc déjà au 7e tour, ils avaient joué contre Canet-en-Roussillon, ils s'étaient imposés au tir au but. Donc voilà, pile ou face. 8e tour, c'était imposé seulement 1-0 contre Angoulême, une équipe de National 2. Et hier, ils jouaient contre l'Union Saint-Gratien. Ils ont gagné au tir au but. Donc voilà, chaque fois ça passe de justesse pour Bordeaux, mais ils sont bien qualifiés pour les 16e de finale. Donc voici toutes les équipes qualifiées, donc beaucoup de clubs de Ligue 1. Bon, grosse équipe, il y a déjà Lens qui est sorti parce que Lens, il joue contre Monaco, donc c'était sûr qu'une équipe de Ligue 1 est sortie. Et aussi Metz qui est éliminé en équipe de Ligue 1 et aussi Lorient, sinon je crois que toutes les autres équipes sont présentes. En Ligue 2, il y a 6 équipes, on va avoir 4 équipes nationales, il y a aussi 6 équipes nationales 2 et une équipe de nationale 3, c'est Saint-Priest si je me trompe pas, bref. Et le tirage au sort, les gars, c'est ce soir à 19h. Voilà, pour savoir ça sera quoi les affiches de ces 16e de finale de la Coupe de France. On continue avec une autre coupe, une coupe anglaise, donc la FA Cup. Et on commence avec le très gros match. C'est vrai que ça aurait pu être une finale, mais c'était un 32e de finale entre Arsenal et Liverpool. C'était hier et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-0. 2 buts inscrits en fin de match. Donc tout d'abord Keyword qui a inscrit contre son camp, un but contre Arsenal. Et après c'est Diaz en toute fin de match à la 95e minute de jeu. Et du coup victoire de Liverpool. J'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, peut-être qu'Arsenal a un petit peu plus dominé Liverpool, mais c'est bien Liverpool qui a marqué 2 buts et surtout qui se qualifie. Du coup, Arsenal a été éliminé de la FA Cup par Liverpool dès les 32e de finale. Donc, grosse désillusion, bien sûr, pour cette équipe des Gunners qui jouait tout en blanc. Je l'avais dit, pourquoi ils jouent en blanc, les gars, c'est pour lutter contre les crimes, l'arme blanche du côté de Londres, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec ça. Donc, c'est pour ça qu'ils jouaient tous la tunique était en blanc lors de cette rencontre. Donc, désillusion, les gars, pour Arsenal, parce qu'Arsenal, ça va plus depuis le 9 décembre, depuis quasiment un mois, jour pour jour, quand on sera demain. Ils ont gagné seulement un match 2-0 contre Brighton. Regardez toutes les défaites, Liverpool, Fulham, West Ham et Aston Villa. Ils ont fait 2 nuls, Liverpool et le PSV. Voilà, c'est pas fou, n'oubliez pas qu'ils avaient commencé très fort, puis là vraiment ils sont dans un trou au creux de la vague. Là, ils sont dans la crise, parce que pour moi comme ça c'est la crise actuelle du côté de Arsenal qui est en train de tout perdre, sont éliminés de la FA Cup et ils sont maintenant loin de la première place de Première Ligue vu qu'ils prennent plus de points actuellement. Donc ça va pas fort actuellement du côté des Gunners. N'oubliez pas que le 23 décembre dernier il y avait déjà eu ce Liverpool-Arsenal, il y a eu un partout. Donc là hier, Liverpool a pris l'ascendant et n'oubliez pas que ces deux équipes s'affronteront de nouveau. Arsenal cette fois-ci ce sera pour la Première Ligue, ça sera le 4 février prochain pour le match retour. Manchester City contre Huddersfield, donc sans souci, voilà, cherchez mon mot. Pour City, ça passe, donc une victoire 5-0. Voilà, c'était samedi après-midi. Huddersfield, c'est de la 2e division. Donc Phil Foden, doublé Alvarez, buteur, un but de Doku et un but contre son camp. Donc voilà, regardez les stats, regardez-moi ça. 84% de possession de balle pour City, 18 tirs, 7 tirs cadrés et 5 buts inscrits. Huddersfield, c'est seulement 16% de possession de balle. Voilà, une fois sur 10, ils avaient le ballon. C'est quand même très très peu. Donc sans souci, bien sûr, City se qualifie. Phil Foden, avec il a marqué un doublé ce week-end, donc il est à 8 buts avant le match, donc il monte déjà sa barre à 10 buts inscrits cette saison, toute compétition confondue du côté de Manchester. On va parler aussi de Alvarez qui a été également buteur. Un but pour lui. Et sur ces 4 derniers matchs, il a inscrit 5 buts. Voilà, donc doublé contre Fluminense. C'est en finale de Super Coupe du Monde des clubs plutôt. Everton, Sheffield et Huddersfield. Donc sacré format pour l'Argentin de 23 ans qui profite actuellement de jouer parce que Haaland, on sait qu'il est toujours blessé. Lui, il a été blessé depuis le 11 août dernier et il est revenu et ça fait plaisir. Donc Kevin De Bruyne fait son retour sur le terrain. Il n'avait plus joué depuis le 11 août 2023. En gros, c'était depuis la première journée de Première Ligue où il s'était blessé. Depuis 149 jours, il n'avait pas joué. Et il a joué, donc il est rentré en cours de jeu. Donc déjà quand il est entré directement le brassard de capitaine pour le légendaire Kevin De Bruyne. Donc il est entré en jeu à la 57e minute de jeu. 15 minutes après, déjà décisif, une passe D pour Kevin De Bruyne. Donc voilà, son retour réussi bien sûr pour le joueur belge. En plus avec ce projet cheveux longs, je trouve que ça lui va plutôt bien. Regardez, avant il avait souvent les cheveux courts. Et là avec les cheveux longs, je trouve que ça lui va bien. Je pense que vous en pensez. À Kevin De Bruyne qui a laissé pousser ses cheveux là pendant sa rééducation, on peut dire. Et c'est vrai qu'un joueur blessé revient et un joueur là vient de se blesser également. Ça c'est le coup dur pour City. C'est Manuel Akanji qui se blesse apparemment. Si c'est blessé parce qu'il est sorti sur blessure après seulement 18 minutes de jeu lors de cette rencontre. On lui souhaite un bon rétablissement. Chelsea joue contre Preston, donc sans souci aussi. Chelsea ça passe, une belle victoire 4-0. Broja, Thiago Silva, Sterling, Enzo Fernandez ont été les 4 buteurs. À noter que Chelsea a marqué ses 4 buts
en deuxième période à partir de la 58e minute de jeu. Il y avait toujours 0-0 à la 57e. Donc on se dirigeait peut-être vers un match à rejouer parce que s'il y aurait match nul, ça aurait été match rejoué, mais cette fois-ci à Preston. Bon, voilà, Chelsea a déroulé en toute fin de match. Donc les stats, 19 tirs, 10 tirs cadrés. Donc voilà, logiquement, Chelsea a déroulé. C'est vrai qu'ils ont commencé à jouer. Vous savez, quand vous jouez à la console, si vous avancez un petit peu, vous êtes un peu plus en mode voilà, pour essayer de bien jouer. C'est ce qu'a fait Chelsea en fin de match, bien sûr, en inscrivant 4 buts en l'espace d'une demi-heure. Et Thiago Silva, malgré ses 39 ans, de nouveau buteur, il inscrit le deuxième but du match et un but de la tête, bien sûr, pour le légendaire Thiago Silva. Il y a aussi Newcastle qui joue du côté de Sunderland et ça passe également pour Newcastle, une victoire 3-0. Donc, un but contre son camp, il y a un doublé d'Alexander Isak. Donc, tout d'abord, les stats totalement dominés par Newcastle. Et Isak, les gars, malgré une saison difficile pour Newcastle, éliminé de toute compétition européenne, en première ligue aussi, ça va pas fort. Alexander Isak, lui, réalise une belle saison, 21 matchs et 13 buts, dont un doublé lors de cette rencontre de FA Cup. Donc c'est vrai qu'entre lui et Georg Keres, donc l'attaquant du Sporting qui marque beaucoup de buts, l'attaque suédoise a de beaux jours devant elle. Et côté, toujours sur ce match, les gars, Anthony Gordon, il a dit à ce joueur de Sunderland, si tu veux mon maillot, je te le donnerai après le match, parce qu'on peut voir que le joueur de Sunderland, les gars, n'a pas lâché le maillot. Regardez, de Gordon, il lui a même déchiré son maillot. On peut voir un petit bout là. Il a dit, si tu veux mon maillot, je te le donnerai à la fin du match. Donc voilà, concernant cette rencontre. Et toujours sur ce match, les gars, donc plus de 6000 supporters Newcastle ont fait le déplacement à Sunderland. Donc voilà, c'est beaucoup, 6000 supporters Newcastle était présent pour cette rencontre à l'extérieur. Il y avait aussi Aston Villa, grosse équipe qui joue du côté de Middlesbrough, ça passe également pour Aston Villa, petite victoire mais qualification également pour les 16e de finale. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur la FA Cup concernant Manchester United. Il joue ce soir, c'est le dernier match, ça sera du côté de Wigan, on en parlera demain. On va parler maintenant de la coupe, une autre coupe, la coupe espagnole, donc ça s'appelle la Coupe du Roi. Et on commence avec le Barça qui jouait hier soir du côté de Barbastro. J'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé PSG un peu hier. Donc bon voilà, c'est passé, mais c'est passé encore dans la douleur pour le Barça. Donc une victoire 3-2. Notez que le Barça, ça fait du coup 12 matchs d'affilée avec une victoire, mais ils n'ont pas gagné les 12 derniers matchs d'affilée, mais sur leurs 12 dernières victoires, en gros, ils ont à chaque fois gagné seulement avec un but d'avance. Encore là. Pourtant, c'était une 4ème division. Ils auraient pu plier le match 3, 4, 5-0. Non. Encore une victoire difficile pour le Barça. Mais bon, victoire au bout. Donc, Fermin Lopez, Rafinha et Robert Lewandowski ont été les 3 buts côté FC. Barcelone, donc les statistiques de ce match ont quand même dominé, bien sûr, par le Barça. Plus de 26 tirs, 11 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Et on peut voir qu'il a beaucoup fait tourner, bien sûr, Xavi pour cette rencontre. Donc, voilà, parce que quelques joueurs, peut-être Hector Fort ou même Fermin Lopez qui ne sont pas tout le temps titulaires. Sinon, bon, il y a quand même une belle structure de joueurs cadres, comme Félix, comme Frankie de Jong, Rafinha ou même Araujo, qui démarré dans le 11 de départ directement pour cette rencontre. Donc voilà, félicitations Barça qualifié. Et à noter que l'ex-président du Barça de 2014 à 2020, Josep Bartomeu, avant qu'il soit remplacé par Laporta, était présent en tribune à poursuivre cette rencontre entre Barbastro et l'équipe du FC Barcelone. Le Real Madrid ont joué, c'était samedi soir du côté d'Arandina et sans souci pour le Real Madrid, une victoire 3-1. Joselu, Brahim Diaz et Rodrigo, Nacho buteur contre son camp dans toute fin de match. Donc voilà, victoire aussi tranquille du Real Madrid qui a déroulé 14 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts à Arandina, un tir, un but. Voilà, donc en plus c'est même pas sur le tir cadré où ils ont marqué vu que c'est Nacho qui l'a mis contre son camp. Donc voilà, pour le Real Madrid, ça passe sans souci. On va parler surtout d'Arda Güler parce qu'il a joué ses premières minutes du côté du Real Madrid. Lui qui avait toujours pas joué la moindre minute parce qu'il était blessé depuis qu'il est arrivé au mois d'août. Et il a joué, ça fait plaisir. Il a commencé titulaire. Il a même fait marquer un magnifique coup franc qui est passé. Rien, on va dire, de tromper le gardien d'Arandina. Et toujours sur ce match, Jude Bellingham. Donc lui, je crois qu'il a commencé sur le banc. Donc il a donné sa couverture à un ramasseur de balles qui avait froid lors de ce match. Parce que vous savez qu'il fait très froid en France, mais il fait froid également en Espagne, un peu partout en Europe. C'est le grand froid actuellement. L'Atlético, ça passe également et joue contre Lugo, une équipe également de division inférieure. On peut regarder les stats. L'Atlético a peut-être eu plus de possession de balles, mais les tirs pareil. 13 tirs, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. Bon, c'est l'Atlético qui a été plus efficace en mettant ces 3 tirs cadrés au fond des filets. Ça passe également pour Gérone. Gérone, les gars, qui jouent du côté de Elche. Et Gérone, malgré qu'ils ont été un peu dominés, 17 tirs contre seulement 9 pour Gérone. Gérone efficace. 9 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Et du coup, ça leur fait une nouvelle victoire. Et cette saison, toute compétition confondue, un Coupe du Roi plus bien sûr Liga, 18 victoires, 3 nuls et une défaite, co-leader de la Liga, meilleure attaque de Liga et qualifié en 8e de finale de la Coupe du Roi. Cette surprenante équipe de Gérone avec cette victoire 2-0 hier.
On quitte l'Espagne, direction l'Italie. Donc c'était pas de la Coupe d'Italie, c'était plutôt de la Serie A, du championnat. Et on commence avec l'Inter Milan qui jouait ce week-end contre Hellas Vérone. Et l'Inter s'est imposé 2-1. Lautaro Martinez buteur et Fratesi à la 93e minute de jeu. Donc en toute fin de match, il a permis bien sûr à cette équipe de l'Inter de prendre 3 points avec ce but très tardif dans la rencontre. Et Davide Fratesi tellement heureux d'offrir la victoire à la 94e minute de jeu, je dis. Donc regardez, il a célébré comme ça et on peut voir en gros, son slip tout simplement. Hein, c'est Marcus Thuram qui est en train de le porter. Voilà, regardez avec cette image, les gars, en toute fin de match, parce qu'on peut comprendre qu'il est très content avec son but inscrit dans les dernières secondes de la partie. C'est grâce à ce but-là que l'Inter allait prendre les 3 points. Et voilà, il a célébré comme ça avec son but, enfin avec son short un peu relevé. On voyait un petit peu ses fesses. Hein, à Fratesi, le joueur de l'Inter. Et l'autre buteur, c'est Martinez, les gars. Et lui aussi, il a été buteur et il a des belles stats. Hein. N'oubliez pas qu'il a marqué quand même 16 buts et 2 passes D en Serie A. C'est bien évidemment le meilleur buteur du championnat, loin devant Berardi, auteur de 9 réalisations. Donc voilà, Martinez, les gars, c'est du haut niveau cette saison. Et concernant l'équipe de Hellas Vérone, hein, ils auraient même pu faire 2 partout parce qu'ils ont eu un penalty qui n'a pas été inscrit. Hein, le joueur a tiré à côté, les gars. C'est Thomas Henry, menacé de mort après son pénalty raté contre l'Inter. L'attaquant de Vérone et sa famille ont reçu des menaces de mort après que le Français, c'est un Français, hein, Thomas Henry, les gars, a raté son pénalty. Hein, donc il a marqué un but dans le match, mais il a eu un pénalty, il ne l'a pas marqué. Et il a reçu comme des menaces de mort. Hein, c'est quand même fou. On lui envoie bien sûr beaucoup de force. La Juventus Turin, dauphin de l'Inter au classement, jouait du côté de la Salernitana. Et c'est un peu pareil. Hein. Donc déjà, Salernitana menait 1-0 dans le match, comme ça a été le cas. N'oubliez pas qu'il y avait ce match de Coupe d'Italie là, il y a quelques jours où Salernitana avait mené 1-0 au bout d'une minute de jeu, puis après ils avaient perdu le match 6-1, je crois que c'était mercredi, mais hier ça a été le même match, hein. Ils menaient 1-0 au Salernitana, ils ont marqué à la 39e, et la Juve s'est imposée, mais cette fois-ci pas 6-1, mais plutôt 2-1, c'est bien ça le plus important, et Vlahovic, les gars, buteur à la 91e minute de jeu, on parlait de Fratesi 94, mais Vlahovic est aussi buteur en toute fin de match, hein, pour cette équipe de la Juve. On peut voir les statistiques de la partie, les tirs cadrés sont pareils, il y a 3 tirs cadrés pour les deux équipes, mais c'est la Juve qui a été plus efficace, et la Juve, les gars, cette saison, hein, c'est quand même leur 10e victoire par un but d'écart sur 14. On parlait tout à l'heure du Barça qui gagnait avec seulement un but d'écart. La Juve, c'est un peu pareil. On a 10 victoires sur 14 avec seulement un but d'avance sur son adversaire. Et c'est Vlahovic, je dis, l'unique but, enfin, pas l'unique buteur, le buteur du 2-1. Un but, bien sûr, synonyme de 3 points très important pour la course, tout simplement, à remporter ce Scudetto. Le 3e au classement, c'est l'AC Milan qui joue du côté de Empoli. Ça passe également tranquillement pour l'AC Milan. 3-0, Loftus-Cheek, Giroud sur penalty et Traoré ont été les 3 buteurs de la rencontre. Donc les statistiques en faveur, bien sûr, de l'équipe de l'AC Milan, enfin surtout par rapport au tir cadré où ils ont été beaucoup plus précis qu'Empoli. Et Giroud de nouveau buteur et buteur sur penalty. Donc penalty impossible à arrêter. Barre en 30, hein, donc voilà, le gardien n'a rien pu faire. Magnifique but, hein, de Giroud. Et Giroud, les gars, ils viennent dépasser la barre des 10 buts inscrits, toutes compétitions confondues, pour la 14e année consécutive quand même pour Giroud. Depuis 2010, il marque à chaque fois ses 10 buts minimum. Toute compétition confondue où il joue, hein, ça fait quand même 14 années d'affilée qu'il fait ça, Giroud, donc c'est-à-dire un buteur toujours régulier. Donc je pense pas qu'il va finir à 10 buts, peut-être qu'il va finir la saison peut-être à 15, entre 15 et 20 buts quand on sera en fin de saison. Donc voilà, toujours régulier. Olivier Giroud peut rajouter aussi 6 passes D, hein, 10 buts et 6 passes D cette saison avec l'équipe de Milan, alors quand même qu'il a 37 ans, Giroud, mais pas qu'il est en fin de contrat là dans moins de 6 mois, on sait pas s'il va rester ou non du côté. Lui, il aimerait rester du côté de Milan, mais est-ce que Milan va le prolonger? Ça, c'est pas sûr du tout. Lui, il a été également buteur. Donc déjà, il avait marqué mardi dernier contre Cagliari, c'était un match de coupe. Hein. Premier but avec l'équipe première de l'AC Milan il y a quelques jours. Et hier également, il a joué. Il a marqué à la 88e minute de jeu. Donc le 3e but. Et donc voilà, c'est 2 premiers matchs et 2 premiers buts pour lui. Un en Coupe d'Italie et l'autre en Serie A. Pulisic, il a joué. Il n'a pas marqué hier, mais il a délivré de nouveau une passe D. Il compte désormais 5 passes décisives en Serie A. Donc belle recrue, hein, Pulisic, les gars, qui est arrivé l'été dernier. Pour l'instant, ça se passe très bien pour lui. Et on va parler aussi de Théo Hernandez. Et cela fait maintenant 3 matchs d'affilée que Théo Hernandez n'est plus utilisé en tant que défenseur gauche, mais plutôt en tant que défenseur central. Voilà, Pioli, le coach de l'AC Milan, on aime bien cette position-là. Donc voilà, maintenant c'est un DC, enfin il dépanne pour l'instant en défense centrale. Théo Hernandez. Et toujours, tiens, avec l'AC Milan, parce qu'il y a pas mal d'infos concernant cette équipe. Alessandro Florenzi est sorti sur blessure face à Empoli, ça c'est le coup dur. C'est comme la 33e blessure de la saison au sein de l'effectif milanais. Encore touché par une blessure. Beaucoup de force, bon rétablissement bien sûr à Florenzi. Et regardez cette photo de Rafaelaos qu'il a pu mettre, hein, sur sa story Instagram. Adli Yassine Wesh. Parce que l'a pris quand même au col, hein, en parlant de Léo. Ah, donc bon, voilà, c'était bien sûr une rigolade entre les deux. On va parler de Naples. Donc Naples, c'est une catastrophe. N'oubliez pas que la saison dernière, ils ont remporté le championnat avec quasiment plus de, je sais pas, à peu près une vingtaine, enfin peut-être pas 15 points d'avance sur le deuxième, mais là,
C'est une catastrophe. Ils ont pris un 3-0 du côté de Torino. Donc ça va pas fort. Du côté de Naples, pourtant Rudy Garcia qui était pointé du doigt parce que c'était à cause de lui que Naples n'avait pas. Non, regardez, ils ont changé de coach. C'est pareil, les gars. C'est une catastrophe. Et transféré il y a 2 jours à Naples, Pascal Mazzocchi. Donc, tiens, il a rejoint l'équipe là, il y a 2 jours. Donc, il a joué. Il est entré à la mi-temps face au Torino. Il a pris un carton rouge 4 minutes après. Voilà, sur cette tacle, les gars. Regardez ce coup de crampon qu'il a mis sur la cuisse d'un joueur du Torino. Carton rouge direct alors qu'il venait seulement de jouer ces 4 premières minutes. Du côté du Napoli. L'AS Roma jouait du côté de contre l'Atalanta Bergame. Score final 1 partout. Menners, buteur côté Atalanta contre un but de Dybala côté AS Roma. Donc l'AS Roma fait du surplace. Et là aussi, il y a eu un rouge et c'est José Mourinho, le coach. Mourinho encore disjoncté. C'est pas le premier rouge dans sa carrière. Je pense que c'est pas marqué là. Mais déjà cette saison, je crois qu'il en a pris 2 voire 3 cartons rouges en tant que coach. Je vous parle. Donc il est encore disjoncté sur le banc. Puis il a pris un rouge, José Mourinho. Du coup, qui suivra la prochaine rencontre parce que le prochain match, les gars, l'AS Roma c'est contre l'AC Milan. Donc c'est un choc en Italie et sera en tribune. José Mourinho. La Lazio, ça passe. Victoire 2-1 de la Lazio contre l'équipe de Udinese. Voilà, on peut voir les statistiques de la partie. Ça passe également pour Sassuolo contre la Fiorentina. Je crois qu'il est 4e actuellement du classement, donc coup dur pour eux. Et Monza, ça passe également. Ils ont gagné 3-2 contre Frosinone et Lecce contre Cagliari. Ça c'est fini. Partout. Tous les résultats de cette journée. En Serie A, je parlais de tous les matchs à part Bologne-Renoir. On avait parlé dans l'édition de samedi vu que le match a lieu vendredi. Et du coup, le classement, donc l'Inter, l'Inter, la Juve toujours au contact. Il y a 2 points d'écart entre les deux. Puis après on descend quand même de 7 points avec l'AC Milan qui a 7 points de retard sur la Juve qui est 2e. Et après, regardez, il y a quand même 6 points d'écart après entre Milan et la Fiorentina. Donc il y a des sacrés creux comme du côté de l'Italie. Attention à des équipes par exemple comme Milan, s'ils veulent remporter le championnat, il va falloir quand même prendre beaucoup de points et surtout le retard. Regardez Naples, les gars, 28 points. Ils ont 20 points de retard déjà sur l'Inter. Donc Naples, on peut dire, ne remportera pas le championnat d'Italie cette saison. On prend la direction aussi de la Turquie. Il y avait aussi quelques rencontres ce week-end. C'était pas de la Coupe de Turquie, c'était plutôt du championnat. Et le Fenerbahçe jouait du côté de Istanbulspor. Et le Fenerbahçe s'est imposé 5-1. Dzeko buteur, mais surtout un quadruplé de Under. Donc l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille était très performant. Les stats sont folles. 23 tirs, 15 tirs cadrés pour le Fenerbahçe. Comme 10 des arrêts du gardien de Istanbulspor. Le score a pu être beaucoup plus lourd. Et donc voilà, il a marqué quand même 4 buts dans le match. Il n'avait inscrit qu'un seul but en championnat depuis le début de saison. C'est fou. Un seul but inscrit en plus, je crois. C'était il y a à peu près une semaine depuis août. Et là, il a marqué 4 buts en un match. Voilà, donc c'est le réveil tout simplement de Under qui a été bien sûr élu homme du match lors de cette rencontre. Le Galatasaray aussi sans souci une victoire 3-0 pour eux. Ils ont totalement dominé le match. Sinon on peut voir le Beşiktaş a eu des soirs. Le Beşiktaş ils ont perdu 3-1 contre Kasım Pasa. Et le classement ça donne quoi? Donc en gros ça va se jouer entre 2 équipes, entre le Fenerbahçe et le Galatasaray. En gros les 2 équipes que j'ai parlé. Voilà, parce que c'est les 2 équipes qui vont jouer le titre. Ils ont 17 points d'avance sur le 3e. Ils ont le même nombre de points. Et voilà, 17 points d'avance sur Trabzonspor. Beşiktaş 6e. Donc voilà ce classement du championnat de Turquie. On prend la direction aussi du continent africain parce qu'il y avait des matchs de préparation à la CAN. N'oubliez pas que la CAN démarre fin de semaine, là c'est vendredi ou samedi, je sais plus, je crois que c'est samedi. Donc voilà, il y a des matchs. Dernier match de préparation et la Côte d'Ivoire pays organisateur. Donc jouait son match contre la Sierra Leone et grosse victoire de la Côte d'Ivoire 5-1. On peut voir tous les buteurs. Tiens, Franck Kessié par exemple a été buteur, le joueur de Al Ali. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire, lors des 3 derniers matchs, donc ils ont passé un 5-1 à la Sierra Leone, 2-0 à Gambie et 9-0 Seychelles. Ils sont prêts tout simplement à organiser avec 16 buts inscrits en 3 matchs. Pour les éléphants, ils sont prêts pour cette compétition qui va se dérouler chez eux. Le Mali aussi joue contre la Guinée-Bissau et ça passe aussi pour le Mali. Sans souci, c'est un match également amical. Match de préparation, ils ont gagné 6-2. Le Mali, on peut voir tous les buteurs de la rencontre. L'Égypte aussi tient un jeu contre la Tanzanie. C'était ce week-end également un match de préparation. 2-0 pour l'Égypte. Et Trezeguet et Mohamed Salah, qui n'est plus avec Liverpool, mais bien sûr avec l'Égypte. Donc Salah buteur, donc voilà, parfait. Et les travaux colossaux de Rui Vitoria depuis qu'il est en fonction. Donc le coach de l'Égypte, c'est 12 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc maintenant l'objectif pour l'Égypte, remporter cette CAN. Je crois que c'est l'équipe qui a remporté le plus de fois la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe égyptienne. La République démocratique du Congo contre l'Angola, score final 0-0 également, match de préparation. Pareil pour la Tunisie qui a fait 0-0 également contre la Mauritanie, également lors d'un match de préparation. Concernant, bon là pas de match de préparation, mais concernant remplacement de joueurs les gars, Bamba Dieng, l'attaquant de Lorient, devrait remplacer Boulaïdia qui est forfait pour la CAN.
Donc normalement on sera là aujourd'hui. Boulaïdja annonce son forfait, du coup il faut trouver un nouveau attaquant du côté du Sénégal, ça devrait être tout simplement Bamba Dieng. On va féliciter aussi Sadio Mané qui s'est marié aujourd'hui, bon c'était pas aujourd'hui lundi mais plutôt hier, voilà, on est un jour près, voilà donc heureux mariage bien sûr, voilà pour Sadio Mané, on le félicite lui et sa nouvelle femme bien sûr pour Sadio Mané. Un supporter marocain est allé du Maroc à la Côte d'Ivoire en vélo pendant 4 mois pour supporter les Lions de l'Atlas lors de cette CAN 2023, il se dirige actuellement vers San Pedro pour finaliser son voyage. Donc voilà, quand même un sacré trajet bien sûr entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc voilà, bien sûr il va soutenir maintenant cette sélection marocaine du côté du pays ivoirien. On toujours tient avec une info concernant le Maroc là, et donc ça c'est un coup dur, donc la Fédération marocaine de football vient d'annoncer le décès de la maman d'Amin Adli. Donc toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches, on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille dans ce moment difficile pour le joueur marocain qui va disputer voilà, la Coupe d'Afrique des Nations là d'ici quelques jours. Et les deux premiers pays arrivant en Côte d'Ivoire sont le Maroc, qu'on parlait juste avant, et aussi la Guinée-Bissau, sont les deux premières sélections à être dans leur camp de base, on peut dire, du côté de la Côte d'Ivoire pour participer bien sûr à cette CAN. Donc là au fil des jours, peut-être aujourd'hui il y aura aussi d'autres nations, au fil des jours toutes les équipes vont arriver du côté du pays ivoirien. Et n'oubliez pas que cette CAN les gars, tous les matchs de la CAN 2024 seront diffusés sur beIN Sport. Voilà, donc si vous avez beIN Sport, ça sera du 13 au 11 février prochain. 100%, tous les matchs, vraiment, tous les matchs seront sur cette chaîne beIN Sport. Et on finit les gars très rapidement avec quelques infos mercato. On commence tout d'abord avec Timo Werner à Tottenham. Here we go, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va signer. Là, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Donc près de 6 mois, sans option d'achat, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc c'est imminent. Donc bon là c'est marqué sans option d'achat, alors que là c'est marqué prêt avec option d'achat, je sais pas. Bon moi je me reflète plutôt à Fabrizio Romano qui dit prêt sans option d'achat, on sera beaucoup plus, mais on va bien rejoindre l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas qu'il avait déjà joué en première ligue et ça c'est sûr, c'est à Chelsea. Et les stats n'avaient pas été super bonnes, il avait joué 56 matchs en première ligue pour seulement 10 buts et 13 passes D et surtout beaucoup de ratés, des occasions où même moi je pense que je les aurais mis, il tirait à côté à l'époque, il a été beaucoup critiqué par rapport à ça, donc voilà il devrait retourner en première ligue, mais cette fois-ci du côté de Tottenham. Un autre Here we go les gars, c'est Lucien Goumet du côté du FC Séville, on attend l'annonce officielle, donc prêt lui avec option d'achat, donc là ça devrait se faire normalement aujourd'hui. Accord total aussi pour le prêt de Jean Onana à l'Olympique de Marseille, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, donc ce joueur du Beşiktaş va bien signer du côté de Marseille, normalement c'est lundi, voilà où il va passer sa visite médicale aujourd'hui lundi, donc ça pourrait être officiel là dans la soirée, voire demain, on n'est pas à quelques heures près. Donc sous forme de prêt avec option d'achat. Regardez, il est déjà arrivé à Marseille pour vous dire que c'est imminent avec ce supporter de l'OM à chaque fois qu'il accueille les recrues avec les écharpes, jamais les premiers. Donc comme je dis, ça doit être officiel aujourd'hui. Et concernant ce joueur, je ne vous cache pas que je ne connais pas, donc c'est un joueur camerounais qui joue du côté du Beşiktaş, donc il a joué seulement 6 matchs cette saison, c'est quand même peu. 17 minutes de jeu en Super League et 13 minutes par match en moyenne, toute compétition confondue, c'est pas beaucoup. Donc le dernier match du Camerounais remonte au 12 novembre dernier face à Basak où il avait joué seulement 2 minutes de jeu et ce joueur va arriver du côté de Marseille. Voilà. Peut-être c'est un club qui va le relancer. Marseille, où il aura un peu plus de temps de jeu parce qu'en tout cas du côté du Beşiktaş, en plus qu'en difficulté, j'ai montré le classement, ils sont 6e, il joue très peu ce Jean Onana. On continue, toujours avec notre info transfert, c'est Thauvin les gars, et l'OGC Nice a manifesté son intérêt pour Florian Thauvin qui est disponible en prêt avec option d'achat. Un autre club français est intéressé dont le nom n'a pas été divulgué, mais voilà, Nice serait très intéressé pour avoir le joueur actuel de Udinese. Concernant Kalimundo, qui a inscrit un doublé alors ce week-end lors du match contre Guingamp 2-0 pour Rennes, Kalimundo devrait quitter l'équipe de Rennes. Un accord verbal trouvé entre Francfort et Arnaud Kalimundo pour un contrat de 5 ans. Le club allemand discute désormais avec le club breton pour savoir le prix qui devrait être aux alentours un peu plus de 20 millions d'euros pour Kalimundo du côté de l'équipe de Francfort. En gros, ce serait le remplaçant de Randal Colomoni qui a quitté le club, on sait, lors du dernier mercato estival. Ça bouge aussi niveau coach les gars, et officiel, Fernando Santos est nommé entraîneur du Beşiktaş. Donc le Beşiktaş de base voulait Bruno Genesio a refusé. En gros, il se laisse encore un peu de temps, on va prendre une autre équipe. Et du coup, il leur faut un entraîneur. Beşiktaş, c'est encore en difficulté et encore défaite ce week-end. Et du coup, c'est l'ancien coach du Portugal ou même de la Pologne, Fernando Santos, qui est le coach, et c'est officiel, du Beşiktaş. Donc, il reste quand même sur un sacré échec à la tête de la Pologne, où il a été viré parce qu'il n'était pas du tout bon. Je crois qu'il est resté seulement 6 matchs, coach polonais. Et maintenant, c'est le coach du Beşiktaş et le coach aussi du Brésil. Et c'est officiel, nouveau coach, Dorival Junior est le nouveau sélectionneur du Brésil. Voilà, c'est l'ancien coach de Sao Paulo qui est le nouveau coach maintenant de la Seleção brésilienne.
brésilienne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc il y a 11 ans, jour pour jour, Lionel Messi remportait son 4e ballon d'or consécutif, 2009, 2010, 2011 et 2012. Il avait fait 4 ballons d'or d'affilée tout simplement. Le légendaire Léo Messi. La dernière photo du jour là, c'est vraiment la dernière. Donc clôture sur ça les gars. Et une petite info concernant le championnat saoudien. On sait qu'ils ont beaucoup recruté les clubs saoudiens. Et d'après le journal AS, l'Arabie Saoudite pourrait subir une vague de départ durant le mercato. En gros, voilà ce mercato là, mais surtout le mercato estival, il y aurait normalement beaucoup de joueurs qui évoluent maintenant en Arabie Saoudite qui pourraient revenir en Europe ou ailleurs, peu importe. Et voilà, il doit y avoir pas mal de départs. Tiens, peut-être un jour là en bas à droite, les gars, Firmino, où ça se passe pas du tout bien son aventure, il pourrait revenir, pourquoi pas, en première ligue. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.